Bienvenue dans l'émission que nous réalisons avec aujourd'hui M. Patrick Mbeko, l'auteur du livre « Le Canada dans les guerres en Afrique centrale », paru aux éditions Nègre Éditeur. Monsieur Mbeko, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Droit de cité. Bonjour Roger. Monsieur Mbeko, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai le plaisir de vous retrouver après la conférence qui a eu le 1er juin à Paris. Vous avez participé à la conférence organisée par la Pareco avec votre confrère Monsieur Pierre Péan. Je voulais plutôt avoir votre ressenti par rapport à la masse de personnes qui étaient venues ce jour-là vous voir, vous écouter avec M. Pierre Péan. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que nous avons l'habitude de vous entendre plutôt dénoncer l'absence des Congolais durant les conférences ou les colloques, surtout les colloques où on parle du Congo. Moi, c'est vrai que c'est un sentiment de joie de voir que les Congolais se mobilisent de plus en plus sur des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus prioritaires. Et je tiens quand même aussi à remercier les organisateurs, la Pareco, parce que l'événement quand même était une réussite. Il y a eu une bonne organisation. On ne nous avait pas souvent habitués à ce genre d'événement. Et pour une fois, nous avons eu un événement très bien organisé et nous étions là, Pierre et moi, pour essayer d'apporter un plus à la compréhension de la problématique congolaise. Et donc la mobilisation qui a été faite nous a beaucoup touchés. Vous avez été touché et on a pu voir ça, mais quand on voit ces Congolais qui se mobilisent et qui viennent, est-ce que c'est finalement le peuple averti dont vous faites souvent allusion, ou c'est juste quelques illuminés qui ont vu la lumière et qui sont venus? Non, ce sont des gens qui veulent comprendre. Et c'est la recherche de la vérité, la recherche on essaie de comprendre un événement, les gens se déplacent pour ça. Et c'est en entreprenant ce genre de démarche qu'on finit par avoir un peuple averti. Et donc, je ne dirais pas que ces gens sont illuminés ou avertis ou pas. Je pense que ce sont des Congolais qui ont voulu comprendre la problématique congolaise actuelle et ont trouvé qu'il était important de nous écouter, Pierre Péan et moi, étant donné que nous avons travaillé sur ce dossier. Ça fait longtemps qu'on vous a entendu parler de l'actualité congolaise, mais à chaud, cette actualité qui coule, qui est écrite aujourd'hui, c'est-à-dire Kampala, Addis Abeba, le dialogue intercongolais. Est-ce qu'on peut avoir l'analyse de M. Mbeko sur ces éléments, le Kampala, Addis Abeba et le dialogue intercongolais? Kampala, Addis Abeba et tout ça ne sont que la suite logique d'une situation que nous connaissons depuis 1996. Et donc pour moi, ces négociations s'inscrivent dans cette politique de déstabilisation où on essaye d'endormir le peuple congolais ou alors orienter son regard sur les véritables enjeux qui demeurent quand même le contrôle des ressources naturelles dont le Rwandais et l'Ouganda sont devenus les sous-traitants. Vous comprenez? Oui. Et donc dans ce cadre-là, aller assister à des conférences chez l'un des agresseurs me paraît inapproprié. Addis Abeba, c'est pareil. Le problème dans la crise congolaise, c'est qu'on ne pose pas les vraies questions, on ne pose pas les bonnes questions. Et puisqu'on ne pose pas les bonnes questions, nous arrivons à des mauvaises réponses, puisque les prémices sont mauvaises. Quelles sont les bonnes questions, M. Mbeko? Puisque apparemment... Non, mais c'est quoi le nœud de la guerre? Les causes de la guerre? Pourquoi il y a la guerre? Ce sont des questions qu'il faut poser. Dès lors qu'on pose ces questions, on arrive à la réponse. C'est une guerre de basse intensité imposée au peuple congolais par les puissances occidentales, par le Rwandais et l'Ouganda interposés, pour mettre la main sur les ressources de ce pays. Donc, dès lors que la problématique est exposée de la sorte, on voit mal des gens aller négocier chez l'un des pays agresseurs qui est l'Ouganda.
voyez-vous. Ou alors, à Addis Abeba, on dit qu'il faut mettre en place une brigade alors qu'une mission des Nations Unies qui est là, qui est censée s'interposer. La MONUSCO. La MONUSCO, qui est censée s'interposer et faire en sorte que la paix revienne, mais les choses ne reviennent toujours pas. Pourquoi? Parce que la MONUSCO aussi est une carte importante utilisée par les vrais déstabilisateurs qui sont les puissances occidentales pour pérenniser un état de chaos afin de continuer le pillage de ressources et la politique de dépopulation de notre pays. Ce fameux chaos, vous l'associez à la politique de l'ange bleu. La stratégie de l'ange bleu dont j'ai parlé, ça c'est par rapport à la mission des Nations Unies, donc les casques bleus. Ces casques bleus-là sont utilisés, comme je l'ai dit tantôt, pour continuer à pérenniser cet état de fait. Donc les casques bleus ne sont pas là pour maintenir la paix ou stabiliser la situation, comme on le prétend, mais ils sont là, au contraire, pour jouer aussi. Ils jouent les sous-traitants au même titre que l'Ouganda et le Rwanda, mais à des degrés différents. Surtout que vous, résident au Canada, vous savez très bien de quoi vous parlez, puisque les casques bleus, c'est une création canadienne. Tout à fait, exactement. C'est ça que j'ai dit dans mon article d'ailleurs sur la stratégie de l'ange bleu. J'ai commencé par expliquer le concept des casques bleus qui a été mis en place pour la première fois, proposé par le Premier ministre canadien Lester B. Pearson. Il a d'ailleurs obtenu un prix Nobel de la paix pour ça. C'était dans les années 60 pour régler la crise du Liban. Le but officiellement, c'était de créer une force internationale neutre pour mettre fin, s'interposer et ramener la paix durant la crise libanaise. Mais au fond, les Canadiens ont proposé cette histoire de casque bleu pour d'abord empêcher qu'il y ait des frictions au sein des pays de l'OTAN qui avaient des intérêts divergents dans cette région, et en plus pour ne pas en même temps susciter la méfiance des soviétiques. Donc on utilisait une force en apparence neutre mais qui avait un penchant pour les puissances occidentales dans ces zones stratégiques pour avancer des cadres sans pour autant susciter la méfiance des soviétiques. Voilà. Monsieur Beko, avant de revenir sur... allez-y, vous pouvez... avant de revenir sur la politique congolaise, restons un peu sur tout ce qui est international, par exemple le cas de la Syrie. Dernièrement, on a pu aussi vous lire sur le cas syrien lorsque l'Union européenne a annoncé avoir levé l'embargo sur les armes à destination des rebelles syriens. Vous avez largement souri. Oui, j'ai souri parce que cette annonce, c'est d'une bêtise sans nom. C'est depuis le début de la crise qu'on soutient ces voyous d'Al-Qaïda en Syrie, qu'on a mobilisé au Yémen, en Libye, qu'on a formé en Libye en partie, qui vont se battre en Syrie. Donc dire qu'on a levé l'embargo, c'est comme annoncer que le diable a changé d'avis. Ces gens sont armés depuis le début de la guerre. On les arme tous les jours. Il y a des officiers des renseignements, du service section de la DGSE, les services secrets turcs, les services secrets américains et britanniques qui opèrent en Turquie contre la Syrie. Donc quand on nous annonce des levées d'embargo qui n'en sont pas une, il faut quand même en rire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils le font depuis longtemps. La livraison des armes, on livre des armes aux rebelles depuis très longtemps. Mais quel est le but caché derrière cette action contre la Syrie et son président Bachar el-Assad, lorsqu'on voit surtout par exemple un ministre d'État, Laurent Fabius, aujourd'hui responsable des relations internationales de la France, dire que M. Bachar el-Assad doit quitter le pouvoir ou doit même mourir, quoi. Non, mais le but de la guerre, c'est un changement de régime. On a besoin d'un régime client qui va permettre aux puissances occidentales de mettre la main sur le gaz et le pétrole qu'on a découvert en masse dans ce pays. Et il y a aussi les enjeux stratégiques. Le contrôle de la Syrie permet en même temps de court-circuiter le Hezbollah qui combat Israël et aussi d'avoir un regard braqué directement sur Téhéran. Et si la Syrie tombe, la prochaine cible sera inévitablement l'Iran. Et si l'Iran tombe, même la Russie sera à découvert. Et voilà pourquoi, pour les Russes, l'enjeu syrien est un enjeu national. Ils le considèrent comme un enjeu de survie nationale. C'est-à-dire la défense de la Syrie s'inscrit dans la défense stratégique même de l'État russe. Voilà pourquoi les Russes s'impliquent aussi activement.
dans tout ça, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Libye. On a besoin des régimes clients avant tout qui vont permettre à l'Occident d'avancer ses cartes sans être gêné. Il ne faut pas oublier que la Syrie est un pays qui, malgré les embargos, n'avait pas de dette, qui avait un système économique propre à lui et qui quand même nourrissait son peuple. Et le régime de M. Assad a été un régime qui a beaucoup ruiné les Syriens par rapport aux voyous qu'on veut emmener au pouvoir aujourd'hui, qui sont des sunnites soutenus par l'Arabie Saoudite et le Qatar, des États moyenâgeux. Donc voilà les enjeux de fond. Donc il y a le gaz, il y a le pétrole, mais aussi les enjeux stratégiques comme la déstabilisation des régimes non clients qui ne savent pas l'impérialisme américain. Pourtant, aujourd'hui, on a quand même une campagne d'information qui laisse croire que Bachar el-Assad serait un danger pour son peuple. C'est toujours comme ça c'est la sauce propagandiste qu'on nous sert souvent. Il faut dire que c'est sous Bachar el-Assad que la Syrie a été ruinée. C'est vrai qu'il y a des petites frictions, mais pour une fois, on voit dans ce pays les Alaouites, les Sunnites, les Chiites vivent ensemble. On nous dit que c'est un régime minoritaire, mais les gens ne savent pas que le statut de l'armée est composé des Sunnites. Donc ce sont des Sunnites qui protègent ce régime-là. On ne peut pas dire aujourd'hui que cet homme-là massacre son peuple. Il n'y a pas de preuves. De la même manière qu'il n'y a jamais de preuves sur le massacre des Libyens par Kadhafi. On a eu l'information comme quoi il y a déjà même des armes biologiques qui ont été utilisées. Non, ça c'est de la propagande pure et simple qui ne repose sur rien. Ces gens sont d'une stupidité qui ne disent son nom. Les armes chimiques sont des armes de destruction massive. Donc si le régime l'utilisait, c'est sûr qu'on allait voir des villes, des agglomérations entières disparaître. Vous avez parlé tout à l'heure, M. Mbeko, de Muammar Kadhafi, quelqu'un que, si j'ai bien compris, que vous appréciez énormément. D'ailleurs, l'information serait que vous préparez actuellement un livre sur Muammar Kadhafi. Pas sur Muammar Kadhafi, mais sur la guerre de l'OTAN contre la Libye, sur les enjeux de cette guerre-là. Et principalement... oui, d'abord, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas un fan de Muammar Kadhafi. C'est un chef d'État que je respectais, comme tous les autres chefs d'État. C'est un chef d'État africain qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Et pour moi, il était important, non pas de faire un livre pour faire l'apologie de l'homme, mais il faut juste présenter des faits que les médias n'ont pas présentés, qu'une histoire officielle ne présente pas sur les accomplissements de l'homme, ses côtés forts et puis ses faiblesses aussi. Dans ce livre-là, je ne dis pas simplement que Muammar Kadhafi est un génie, je montre aussi les limites de l'homme. Le plus important étant pour les Africains de comprendre ce qui s'est réellement passé, d'avoir une lecture claire des événements, les bons et les mauvais côtés, afin de se faire une idée, de savoir quelles décisions on peut prendre dans l'avenir. C'est ça qui est important. Pour moi, il ne s'agit pas de laver un gouvernement ou de faire l'apologie de quelqu'un, non. Mais qu'est-ce que vous allez vous apporter au lecteur qui n'a pas déjà été écrit sur la Libye, sur Muammar Kadhafi? Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'anecdotes. Pourquoi Kadhafi est resté aussi longtemps au pouvoir? On nous dit que bon, il y a une propagande qui a commencé par nous dire que Kadhafi est arrivé au pouvoir grâce à la CIA. C'était très faux. Je vous montre que c'est faux. On nous dit que pendant longtemps, Kadhafi a été le père du terrorisme international. Je prouve que tout cela est faux, en me référant aux notes de la CIA, des services secrets, qui eux-mêmes le disent dans les réunions même de la Maison-Blanche. Vous seul, vous pouvez prouver ça, les autres journalistes, les autres... Je ne sais pas si... Il y a des gens qui ont écrit sur la Libye, mais j'ai consulté beaucoup de livres sur la Libye, j'ai presque tout lu pour vous dire, non pas en arabe en tout cas, mais beaucoup de livres qui ont été écrits sur Kadhafi comportent beaucoup... Il y a une lecture trop occidentalisée des réalités africaines. Et je suis un peu mal à l'aise avec ça. Déjà, quand pour moi un écrivain commence par décrire Kadhafi comme un dictateur, j'ai un souci avec ça. Est-ce les Libyens qui vous ont dit que c'est un dictateur ou vous reprenez simplement ce que disent les médias? Ça commence par là. Et donc, quand on a des appréhensions, déjà, il y a un problème. Des a priori, il y a un problème. Moi, j'ai commencé à écrire le livre sans a priori. Je n'ai pas voulu dire que Kadhafi c'est le meilleur ou pas. Je parle toujours de ce principe-là. Donc, je relève des faits, il y a un constat, et
je fais une analyse de tout ce que je constate et je mets sur papier, point. Je ne suis pas là pour dire que Kadhafi est un dictateur, je ne suis même pas là pour dire que tel mouvement est un mouvement terroriste et tel autre non. Je ne dis pas que le Hezbollah est terroriste parce que les Occidentaux le disent. Je dis que ce sont des mouvements révolutionnaires pour leur population. Donc je m'arrête là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand j'explique par exemple que Kadhafi n'a pas été responsable de tous les attentats terroristes commis et qu'on a attribué à la Libye de Kadhafi, j'explique aussi l'événement qui a conduit au bombardement de la Libye en 1986 a été en fait motivé par le Mossad. Il y a eu une opération clandestine et ultra secrète du Mossad décidée par le premier ministre de l'époque, donc le ministre de l'époque, Shimon Peres. On a installé une antenne du Mossad au cœur de Tripoli pour mener des actions subversives contre Kadhafi. J'explique aussi l'histoire qui a conduit à la révolution. Par exemple, peu d'entre vous savent que l'histoire de ce jeune Tunisien qui s'est immolé a été une histoire montée. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'apprends. Et ça, c'est quelque chose que je révèle dans le livre aussi. À partir des témoignages de gens de certaines personnes de Sidi Bouaziz. Mais que dites-vous aux personnes qui disent, ou aux pro-Kadhafi, qui disent qu'en fait, les Africains, les subsahariens, avaient abandonné Kadhafi qui avait beaucoup fait pour les subsahariens. Les chefs d'État? Les chefs d'État. Non, pas les peuples, les Africains, la représentation des Africains, les chefs d'État. Non, il faut quand même dissocier les chefs d'État qui étaient contre. Mais vous savez, les chefs d'État, la plupart d'entre eux sont assujettis aux désidérateurs des puissances occidentales. Donc ils n'ont fait que répéter ce que leur maître disait, ou alors n'ont pas réagi pour ne pas déplaire l'Occident. Mais on sait par exemple que c'est grâce à des pays comme l'Afrique du Sud, le Gabon et le Nigeria que le temps a bombardé la Libye. Ça, les gens ne le savent pas parce que leur vote a été important dans la croisade de Sarkozy, de ses amis Obama et autres contre la Libye. Alors, le président Obama va effectuer prochainement une tournée africaine. Il passera par des villes telles que Dakar. Le président sénégalais Macky Sall a décidé d'interdire toute manifestation jusqu'à la fin juin, jusqu'à ce que le président Obama passe par Dakar. Qu'est-ce que vous dites de ce type de décision, puisque Macky Sall, c'est quand même quelqu'un à qui le peuple a beaucoup misé et puis qui espérait encore beaucoup de liberté. Pourquoi interdire et comment vous analysez ça, le fait qu'il interdise ces manifestations? Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé les décisions du président Macky Sall, je ne pourrais vraiment pas le dire. En revanche, je pense que les peuples africains quand même ont l'habitude de voter pour des gens sur des bases que je trouve parfois très simplistes. Qu'est-ce que Macky Sall a proposé de si important au Sénégalais? Donc on vote aussi massivement pour lui. C'est-à-dire qu'on a voté Macky Sall. On a voté le changement déjà. On a voté le changement de la continuité, vous voulez dire? Moi j'appelle ça le changement de la continuité parce que Macky Sall n'a pas proposé de renverser l'ordre cannibale établi par le système financier qui relie les pays de la zone franc à la France. Vous savez, avec cette histoire de franc CFA. Donc le pays reste quand même sous le joug du système France-africain. Et il ne faut pas oublier que Macky Sall, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il est allé rapidement quémander chez le grand frère français, entre guillemets, 150 millions d'euros. Donc vous avez là des chefs d'État qui ne comprennent encore rien et qui, d'ailleurs, Macky Sall s'est entouré des technocrates à la sauce telle que voulue en Occident. Non, rien de bon ne peut sortir de là. Donc les problèmes sont mal posés. Nous avons le regard braqué sur des choses trop éphémères. Mais est-ce que c'est beaucoup plus important dans la zone franc, dans des pays comme le Sénégal, comme cette histoire de franc CFA, cette histoire des accords de défense, cette histoire qui lie ombilicalement, je pourrais dire, la France à des pays comme le Sénégal. Donc ce sont les intérêts sénégalais dépendent grandement de la France, ça c'est connu, et ça ne peut pas continuer. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, pas à des histoires bidons ou des querelles entre Macky Sall et Ouad. Donc on a voté Macky Sall par rapport à Ouad parce que l'autre en disait qu'il y a le changement, mais c'est un changement de la continuité, on n'a rien fait. On peut quand même le féliciter sur le combat qu'il mène contre les biens mal acquis au Sénégal. Mais c'est minime par rapport aux enjeux liés par exemple à cette histoire de la France-Afrique par rapport aux francs CFA, c'est trop minime. Les biens mal acquis, oui, mais après,
il y a des millions de Sénégalais qui veulent voir quand même leurs conditions de vie changer. Et ce n'est pas avec les Malaki qu'on va changer ça. Pensez-vous que vous venez de répéter à plusieurs reprises ce dossier du franc CFA. Comment faire, vous qui êtes un analyste, un spécialiste, vous avez un œil, vous avez votre avis, comment faire pour finalement sortir les pays de la zone CFA? C'est une décision politique. Roger, ce n'est pas un miracle, c'est une décision politique. Les gens n'ont pas ce courage-là, c'est tout. La question de l'Africain moyen serait de vous dire, vous pensez que la France va vous laisser faire? Mais voilà, donc, dans le mécanisme psychique des Africains, on ne peut rien faire parce que les Français vont réagir. Mais où est passée votre histoire? Où est passée cette histoire de l'Afrique? Où est passée cette histoire des pères des indépendances? Des gens qui n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi la conscience historique est importante pour un peuple, cher ami. Il faut enlever de la tête cette histoire-là de toujours dire si on fait quelque chose, les Occidentaux vont faire ceci, ils vont te tuer. Mais s'il n'y a pas ce sens, s'il n'y a pas cette conscience historique et ce sens du sacrifice, alors pourquoi vivons-nous? Acceptons de revenir directement sous le joug français et devenir des esclaves des temps modernes, puisque nous sommes déjà de toute manière sous une autre forme. Alors, l'économiste zambienne Dambisa Moyo a récemment dénoncé l'aide au développement pour l'Afrique, mais aussi ses conséquences néfastes. Et ça, j'ai retrouvé ça chez vous. De l'autre côté, on a M. Bill Gates qui a répondu à cette dame en lui disant qu'en fait, elle ne comprenait rien en Dead Aid. Vous, M. Mbeko, quelle analyse faites-vous par rapport à ce différend entre ces deux spécialistes, une économiste reconnue et un grand homme, un multimilliardaire qui est aussi un grand donateur aujourd'hui, qui est Bill Gates? Moi, j'ai juste dit que pour moi, c'est deux bouffons qui parlent de la même chose de manière différente. Monsieur Bill Gates, je peux comprendre que Monsieur Bill Gates fasse l'apologie, fasse la pub de cette histoire d'aide au développement, parce que l'aide n'existe d'ailleurs pas. C'est une arnaque intellectuelle, cette histoire d'aide au développement. Mais quand Madame Moyo dit que bon, cette aide-là ne sert pas l'Afrique, qu'il faut, parce qu'elle dit que... Elle est dans le vrai quand elle dit ça. Elle est dans le vrai, mais qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose d'inscrire l'Afrique dans ce système de marché. Le commerce et le marché. Ça, c'est... En fait, le marché, c'est quoi? C'est une arnaque intellectuelle des mêmes personnes qui nous professent cette histoire d'aide au développement. Donc, Madame Dambisa ne dit pas... ce n'est pas une révolution idéologique qu'elle va apporter sur ce thème-là. Elle dit la même chose, son approche de ce sujet diffère un peu de ce que M. Bill Gates dit, mais avec des résultats identiques. Vous comprenez? Le problème, c'est que Madame Dambisa, excusez-moi, pour moi c'est une idiote utile. Ce n'est pas une insulte, hein, c'est une expression. Ce sont des gens qui ne remettent pas en question ce qu'ils ont appris dans les universités occidentales. Et je vous tiens à vous dire, cette dame-là, parce que le problème de l'Afrique, hein, c'est aussi ce complexe que nous avons. Nous avons tendance à dire, bon, elle est passée par Harvard et nous pensons que c'est gage d'intelligence. Elle est peut-être très instruite, mais elle est loin d'être intelligente, cette dame-là. Je tiens à vous dire qu'elle est passée par... Elle a travaillé pour la Banque mondiale, elle a travaillé pour la banque, cette banque américaine, au cœur de tous les scandales, la Goldman Sachs. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Et vous pensez qu'elle a travaillé là-bas pour rien? C'est parce que c'est une servante docile de système. Et donc, Madame Dambisa propose aux Africains de ne pas se fier à l'aide, au développement professé par Bill Gates et les autres, mais d'aller quand même se cacher sous le parapluie du système financier occidentalisé, cette histoire de marché. Vous comprenez? Donc elle ne dit rien de nouveau. Nous devons d'abord nous retirer de ce système-là, c'est aussi simple que ça. L'aide n'existe pas. Et l'Afrique est assujettie économiquement par des mécanismes scientifiquement, entre guillemets, bien pensés. Donc l'aide, ce système de dette, ce système de nous garder captifs
par des mécaniques assez absurdes qu'on enseigne aussi dans les départements d'économie, dans les départements d'économie dans les grandes universités. Donc nous devons faire très attention. Qu'est-ce que Chavez a fait? Qu'est-ce que Corée a fait? Inspirez-vous de ce qui se passe en Amérique latine. Là-bas, c'est du vrai. Là-bas, on sort les populations de la pauvreté. Et là-bas, il y a une révolution qui est en marche. Il y a de moins en moins de pauvres là-bas et de plus en plus de pauvres dans le pays précurseur du marché des États-Unis. Alors, on a fêté dernièrement les 50 ans de l'Union africaine. Pour la première fois, d'ailleurs, on a eu un président hors du continent africain venir faire un discours. Mais je ne veux pas m'arrêter sur ça, je voudrais plutôt vous faire réagir sur les propos qui ont été tenus durant cette manifestation concernant la CPI, la Cour pénale internationale, qui a été qualifiée d'une juridiction raciste. Comment vous réagissez, vous, par rapport... Enfin, on peut dire que les Africains, ils ont pu cibler quand même quelque chose qui... Moi, j'aurais bien... C'est très bien en fait, les chefs d'État le réalisent parce que il se trouve que ce sont toujours des chefs d'État africains, des anciens chefs d'État africains qui sont condamnés, des dirigeants politiques africains. C'est pour cette raison qu'ils réagissent. Mais leurs populations ont besoin de mieux. Nous sommes pauvres. Pourquoi ces gens-là ne dénoncent-ils pas la Banque mondiale, le FMI et tous les autres, toutes ces organisations au service des mêmes impérialistes? C'est là aussi le problème. Ils doivent pousser ce courage-là beaucoup plus loin. Voilà mon avis. C'est ce qui veut dire qu'en fait là, ils défendent leur précaré, ils ont peur à titre personnel, voilà, et non pour l'Afrique et la représentation. Tout à fait, c'est comme ça que je vois ça. Parce que vous dénoncez la Cour pénale internationale et vous vous complaisez quand il est question de la Banque mondiale, du FMI, de l'OMC. Des organismes qui assujettissent l'Afrique, qui servent l'Occident, qui sont servis de l'Occident pour assujettir l'Afrique. Il y a un problème. Donc vous acceptez qu'il y a encore plus de pauvreté en autant que vos chefs d'État ne soient pas poursuivis par ces mêmes impérialistes-là. Il y a quelque chose qui cloche. Je pense qu'il doit poser ce courage-là beaucoup plus loin, c'est tout. On note aussi que pour une juridiction qui devrait être neutre, elle est financée. Tout à fait, c'est ça que j'ai dit à la conférence, c'est ça que je dis dans mon livre, c'est tout un chapitre. La Cour pénale internationale est une énorme mafia. De la même manière, c'est pareil pour les organisations que j'ai citées précédemment. La Banque mondiale, le FMI, ce sont des organisations occidentales qui n'ont d'international que le nom et qui servent les intérêts occidentaux. Aujourd'hui, on pousse quasiment le Mali à aller vers des élections et on a même quasiment déterminé la date. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que vraiment le Mali d'aujourd'hui a besoin d'élections? Des élections, pourquoi? Pour arriver à quoi dans ces conditions-là? Un pays qui aujourd'hui presque sous tutelle, on est en train de le voir. Bon, donc, je pense que cette tâche incombe aux Maliens, c'est aux Maliens de réfléchir à l'avenir de leur pays. Ils doivent s'inspirer de ce qui s'est passé au Congo, qu'ils regardent très bien ce qui s'est passé au Congo. Voilà pourquoi j'ai souvent dit aux Africains, c'est une erreur de vous enfermer dans vos réalités et de ne pas faire attention à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo qui a servi et qui sert encore de laboratoire à toutes les bêtises occidentales en Afrique. Voyez-vous? Donc ce pays va aux élections, mais ça n'arrivera à rien aussi longtemps qu'il sera sous le joug des mêmes puissances qui ont provoqué le chaos qui est règne. Pour revenir à la politique congolaise et la politique des Grands Lacs, on peut parler quelques minutes du président Paul Kagame et des universités, ses relations avec les universités. Monsieur Paul Kagame, en 2005, avait reçu le doctorat honoris causa en droit de l'université du Pacifique aux États-Unis. En 2006, il a reçu encore la même chose à l'université catholique d'Oklahoma. Et en 2007, il y en a plusieurs, en 2007, il reçoit le prix de l'abolitionniste de l'année en Italie. 2009, là, c'est la Fondation Clinton qui lui décerne le prix de la citoyenneté globale pour son engagement dans les initiatives de promotion de la prestation des services de qualité au public pour le bien de la population. Ma question est de savoir,
si vous comprenez les raisons, les critères qui font que Paul Kagame, depuis son ascension au pouvoir, est désormais la vedette des universités et il reçoit autant de prix. Non, Paul Kagame est un homme de service du système. Et donc, il ne faut pas non plus oublier que les universités occidentales sont avant tout des institutions qui professent une certaine idéologie. Paul Kagame a une image de plus en plus ternée sur le plan international. Et pour continuer pour redorer l'image de cet homme de service, de ce client, de cette marionnette, on lui décerne des prix honorifiques pour ceci, pour cela. Mais cela doit également nous interpeller, nous qui sommes souvent nubilés ou complexés devant ces genres de prix qu'on décerne, que certaines universités décernent aux gens. On dit qu'on a un prix comme ça, on pense que c'est gage de reconnaissance. Non, nous devons nous décomplexer de cela. Parce que ce sont des criminels, pour moi ce sont des criminels des amis des criminels qui reconnaissent un autre criminel ou une marionnette afin de redorer, en vue de redorer son blason. Hein, c'est un homme de service, donc pour moi, ce n'est rien de nouveau. Et regardez bien, les prix Nobel, tous ces prix honorifiques, on les descend souvent aux serviteurs du système impérialiste. Faites l'analyse, vous verrez. Obama en 2009, prix Nobel de la paix. Bilan, des dizaines de milliers d'enfants tués par des drones. L'Afghanistan toujours à feu à sang, le Congo toujours à feu à sang, mais il y a eu ce prix Nobel de la paix. Shimon Peres, à un moment donné, après avoir tué des milliers d'enfants palestiniens, et faites le tour, vous allez voir. Donc il faut que les Africains soient décomplexés. Kagame est honoré parce qu'il sert avant tout et après tout le système. Vous vous basez souvent, M. Mbeko, pour démontrer en fait la manipulation de la masse et des faits historiques sur un point précis qui concerne le Rwanda. Nous sommes toujours avec Paul Kagame. C'est l'histoire de ce fameux fax qu'aurait reçu le commandant canadien qui était chef de la... Voilà, le général Dallaire qui était chef de la mission des Nations Unies au Rwanda. C'est un élément très important dans vos arguments. Pourquoi vous vous basez souvent sur ça pour expliquer qu'il faut faire très attention? Parce que toute l'histoire du génocide, entre guillemets, des Tutsis repose en grande partie sur l'histoire de ce fax. Dallaire aurait envoyé le 11 janvier 1994 un fax au QG des Nations Unies à New York, les avertissant d'une préparation, d'une planification du génocide. Alors, il s'avère que ce fax-là n'existe pas dans les archives des Nations Unies. Et après un an, quand un avocat canadien demandait à voir ce fax-là, on ne l'a pas retrouvé. On le retrouvera un an plus tard et on retrouvera un faux. Et pourquoi? Parce qu'on doit maintenir cette histoire de génocide. Maintenir qu'il y a eu un génocide planifié contre les Tutsis, alors que jusqu'à présent on n'arrive pas à prouver la planification de ce génocide. Il s'avère que moi j'ai eu la chance de discuter avec la personne qui a rencontré l'informateur de l'ONU qui a parlé de cette histoire de planification de génocide et qui a permis à Dallaire de rédiger soi-disant ce fax-là. Moi j'ai discuté longuement avec cet enquêteur des Nations Unies qui m'a expliqué qu'on n'a jamais parlé de planification de génocide. Que bon, on allait massacrer 1000 Tutsis en 20 minutes. On n'a jamais parlé de ça. Ils ont découvert dans une maison isolée de Kigali des armes, une quantité modeste d'armes, c'est tout. Et je parle de ça longuement dans le livre. Et dans l'affidavit que m'a remis cet officier des Nations Unies, il dit clairement que Dallaire, quand il a envoyé le câble aux Nations Unies, on ne parle pas de la planification du génocide. Donc c'est clair qu'on a voulu après monter une histoire bidon sur la planification du génocide qui justifie tout ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo. Parce que c'est sur la base de cette histoire fausse, montée de toutes pièces. Et je ne dis pas que les Tutsis n'ont pas été massacrés, ils ont été massacrés en masse. Mais l'histoire du génocide en soi, elle est fausse. Et on essaie de maintenir cette histoire pour continuer de justifier ce qui se passe à l'est du Congo, où soi-disant les troupes rwandaises de Paul Kagame
sont allés soi-disant chercher des génocidaires. Dans cette dénonciation que vous avez, vous dénoncez la manipulation, vous dénoncez aussi aujourd'hui les rôles des universités. Vous dites que les universités sont des outils de communication de l'établissement, porte-parole des intérêts des privés. Quand je parle de... Bon, je vais nuancer. Je dis les universitaires de service, en fait. Je parle des universitaires de service. D'accord. Et les universités, certains départements universitaires, pas l'informatique, bon, la médecine dans une certaine mesure, mais j'insiste surtout sur les facultés, par exemple, les sciences politiques, les sciences sociales, les sciences humaines, l'économie, l'histoire. Pourquoi ces domaines-là? Parce que ce sont des domaines souvent qui préparent les élites dans la société. Et c'est aussi dans dans ces départements que les élites investissent beaucoup, les compagnies investissent beaucoup. Et moi, je suis en Sciences Po, je suis un témoin direct des énormités qu'on raconte dans ces départements-là. Et voilà pourquoi je dis que ces départements fabriquent des universitaires de service qui, eux, deviennent des porte-parole des intérêts privés. Si vous voulez écouter les plus grandes stupidités sur la crise économique ou sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques, écoutez les universitaires de service, puisque ce sont eux qui passent souvent dans les grands médias. C'est pas pour rien qu'on les invite. Il y a une catégorie assez spéciale et mais il nous faut bien des spécialistes. On ne va pas inviter n'importe qui pour parler des questions économiques. Il faut des spécialistes impartiaux. Et puis les questions économiques. Roger, je vais vous dire une chose. Parfois, certaines analyses nécessitent juste un bon sens. La crise économique actuelle, on parle de crise de crédit, tout ce qu'on veut. Il y a des explications qui sortent des universités, de certains universitaires, mais qui ne tiennent simplement pas la route. Il suffit d'observer juste la manière dont les choses sont faites pour comprendre que ce système est mauvais. Et ce système ne nous cadre pas, nous, Africains, avec nos réalités, avec nos us et coutumes. Ça, c'est une réalité. Et donc, le danger, d'après moi, je dénonce pas seulement, vraiment, souvent les universités, ces facultés, mais surtout les étudiants africains qui ne remettent pas en question tout ce qu'ils apprennent. C'est là où se trouve le danger. Quand on vous dit des choses, des contre-vérités sur l'Afrique, des analyses biaisées, que vous gobez cela, vous ingurgitez cela sans remise en question, vous allez chez vous les appliquer, vous avez ce que nous avons dans nos pays. Hein? Vous pensez que les Ouattara, les Shida au Zimbabwe et tout ça sont des gens qui ont été formés dans des grandes universités. Et on a vu comment ils ont mis leurs pays respectifs, ils ont foutu le pays dans le trou. Vous allez au Congo, sous l'ère Mobutu, c'était des grands universitaires. Mais ces gens sont des diplômés, ce ne sont pas des vrais intellectuels. C'est là le problème. Et nous avons aussi des intellectuels subversifs, c'est-à-dire ceux qui sont au service du pouvoir et du pouvoir de l'argent. Le pouvoir politique et du pouvoir de l'argent. Donc ils ne servent pas les intérêts des peuples ou l'intérêt collectif. Voilà. Donc, je ne dis pas aux gens de ne pas aller dans les universités, mais je demande aux étudiants africains qui évoluent dans des départements que j'ai cités de faire très attention et surtout d'être très vigilants à tout ce qu'on leur apprend. Vous ne verrez jamais un Chinois, un étudiant chinois au département de Sciences Po. Vous les voyez en informatique et dans les maths. Les Sciences Po, ils le font chez eux. Ils sont conditionnés aux réalités chinoises. Alors que nous sommes conditionnés aux réalités occidentales que nous voulons appliquer chez nous avec des conséquences que nous voyons. Vous aussi Mais oui, mais moi je suis passé par là et moi je l'ai compris. Je parle de remise en question. Je ne dis pas de ne pas y aller. Je dis simplement qu'il faut savoir remettre en question ce qu'on nous apprend. Je vous donne un exemple. Mon cours de sécurité internationale. Le prof parle de terrorisme international. On parle de terrorisme. Et moi je dis, le premier état, les États terroristes, ce sont les États-Unis et Israël. Il me dit c'est une abomination ce que je dis. Et on parle, on discute, on cite la Libye. Et moi je dis que la Libye n'était pas responsable des attentats qu'on lui a attribués. Il me dit, ce que je dis est très grave. Il me donne une documentation.
Mais moi, je travaille sur la Libye. Je ne travaille pas sur des livres écrits par des propagandistes. Je travaille sur des notes d'archives. Je travaille sur des documents directs des gouvernements. C'est sur des documents des services secrets. Et j'ai eu des témoignages directs. Et à tout cela, j'ai croisé assez d'informations. Et j'ai tiré des analyses. Il y a des documents qui existent dans lesquels les responsables américains reconnaissent que bon, la Libye n'avait rien à voir. Mais on n'a pas mis à la disposition du public. J'explique à mon professeur, par exemple, que le premier État à avoir lancé un mandat d'arrêt contre Ben Laden, c'est la Libye, en 1996. Il est surpris. Et je lui dis, c'est parce que les services secrets britanniques, le MI6, avaient tenté d'assassiner Kadhafi en payant 100 000 livres sterling à un agent d'Al-Qaïda. À Libye, c'était son nom. Il me dit, je divague. Je sors le document d'Interpol que j'ai eu, d'Interpol, qui montrait clairement que le gouvernement libyen avait lancé un mandat d'arrêt contre Ben Laden, le refuse de regarder ça. Et on nous demande à nous de dire que les terroristes, ce sont des gens qui sont désignés par l'Occident. Nous devons comprendre que les perspectives, les explications qui sont données dans les universités occidentales sont données du point de vue occidental. Point. Mais vous êtes appelé à échouer alors, puisque si vous êtes en totale opposition avec vos professeurs, il va vous donner quelle note? Vous ne serez finalement pas diplômé. Je sais. Donc, je dis, on va dans les universités pour obtenir un diplôme et non pour devenir intelligent. Voilà. Moi, il y a des choses, et je dis, parce qu'à un moment donné, on m'a surnommé le rebelle, parce que je remettais en question tout ce qu'on disait. J'ai simplement dit, si je le fais, je ne veux pas. Parce que personnellement, j'ai de la difficulté à écrire sur un papier des Amériques qu'on nous apprend là-bas. Je veux écrire ce que je pense. Et si j'échoue, j'échoue. Mais si j'échoue, le problème d'être capable de dire pourquoi j'ai échoué. Et là, j'avais expliqué ça au recteur à un moment donné. Donc, c'est une preuve. Voilà comment on façonne notre perception. On nous conditionne, on nous arme mentalement pour devenir des bombes à retardement, surtout pour nos pays d'origine, où nous voulons aller travailler. Je ne dis pas que j'insiste de ne pas y aller, mais il faut une remise en question. Et il faut que les institutions académiques africaines qui ont copié tout ce que les colons ont laissé puissent revoir toutes ces choses-là, puissent écrire, rédiger des livres où on doit refonder le système académique africain. Ça doit refléter d'abord les réalités africaines et ce système doit défendre les intérêts de l'Afrique. Et non faire de nous des idiots utiles qui ne comprenons rien à l'histoire de nos pays, mais qui nous sommes devenus des spécialistes de l'histoire de la France, des États-Unis et du Canada. Vous êtes un résident canadien et aujourd'hui vous êtes en France. Est-ce que vous connaissez un jeune panafricain d'origine béninoise, de nationalité française maintenant, qui s'appelle Kémy Séba? Oui, j'ai eu à l'écouter de temps à autre. J'ai réalisé dernièrement une émission, une interview de Kémy Séba, puisqu'il a sorti son livre Supranégritude, où donc il nous a présenté ce livre en quelques mots. Mais il parle souvent de ce besoin de retourner en Afrique, que les Africains doivent venir travailler sur leur terre et surtout d'arrêter de se victimiser, de se prendre en main. Vous êtes d'accord avec le discours? Avec lui. Et qu'il ne faut pas se victimiser. C'est clair, l'heure de la victimisation est révolue. Maintenant, c'est l'heure de la révolution. Nous devons apporter maintenant une main-d'œuvre, nous devons apporter une certaine expertise dans nos pays, une vraie expertise, pas comme ceux que nous allons copier, faire du copier-coller ici pour ramener là-bas, non. Mais le problème, parce que j'ai suivi votre interview, d'accord, j'ai vu une interview qui a circulé sur le net, qu'il a faite à Télé Sud. Ok, avec la journaliste, il a eu quelques mots avec une journaliste. Je suis d'accord quand il dit qu'il refuse la victimisation. Je n'aime pas la victimisation non plus. Mais je suis d'accord quand il dit que nous devons repartir dans nos pays. Mais pour proposer quoi de concret? C'est là le problème. Lui, il agit. Lui, par exemple, ils ont une ferme. Je suis d'accord avec ça. C'est très bien ce qu'ils font. Mais c'est très minime. Moi, je suis dans une démarche. Ma démarche, elle est révolutionnaire dans ce sens qu'elle vise d'abord un besoin collectif. Une ferme, c'est bien. Une ferme, c'est très bien ce qu'ils font.
ce qu'ils font pour la ferme, les fermes et tout ça, les poulets, je pense que vous avez dit, les poulets, c'est très bien. Mais ça ne peut pas nourrir toute la population sénégalaise. Or, le Sénégal est un pays qui est dans le système France-africain. Ils doivent militer auprès des jeunes, alerter les jeunes sur ces réalités, faire pression pour renverser cette vapeur, pour qu'enfin le Sénégal, le gouvernement sénégalais mette en place un système socio-économique qui reflète vraiment les réalités sénégalaises et qui va en rencontre des intérêts des Sénégalais. Donc les poulets, c'est bien pour un village. On a besoin de plus de riz, de plus de poulets, de plus de farine pour le pays. Il faut une révolution socio-économique et politique dans le pays. C'est cela qu'il faut professer. Il faut préparer les esprits à ce genre de révolution. Moi, je n'aime pas le discours... je n'aime pas ce discours de confrontation inutile. J'appelle ça comme ça. Les enjeux sont beaucoup plus gros. Et nous devons aller chercher, nous devons récupérer notre souveraineté socio-économique et politique. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a une étape. Si c'est ce qu'il vise, je suis d'accord avec lui. Mais si c'est pour rester, parce que j'ai trouvé, par exemple, lors de l'entretien avec cette journaliste de Télé Sud, j'ai trouvé que c'était, à mes yeux, ça s'appelait à l'establishment ce genre de discussion. Parce que ça n'aborde pas les questions de fond. Nous ne sommes plus là pour discuter avec des journalistes sans fin, pour leur montrer que nous pouvons parler. Nous sommes là pour passer un message pour les masses africaines. Vous comprenez? Les armer mentalement, comme disait Cheikh Anta Diop. Parce que l'ennemi, avant de vous tuer physiquement, il vous tue mentalement, intellectuellement. Donc si vous avez l'occasion de passer devant les médias, ce n'est pas pour s'attarder avec les journalistes parce que ça n'apporte rien. Ça peut faire plaisir à certains esprits chagrins qui veulent une certaine affirmation à la télé, mais ça n'apporte pas des solutions aux problèmes de fond. Ça ne passe pas le message que nos masses populaires ont besoin pour changer les choses. C'est ce que je pense. Monsieur Mbeko, merci d'avoir accepté cet entretien. On se dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Je vous remercie, Roger. Merci. Au revoir.